Robert Vaughn est un avocat américain travaillant dans la ville de Washington, D.C. Malheureusement, en 2006, après être rentré dormir chez un ami alors qu'il travaillait tard à son bureau, il va sauvagement se faire assassiner alors qu'il était dans la maison de son ami. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Robert Vaughn, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui est vraiment très bizarre. C'est assez rare, je me rends compte, quand je traite d'une victime masculine. J'ai tendance à beaucoup parler de victimes féminines. Je ne sais pas, je pense que c'est des histoires qui m'attirent plus, notamment parce que je suis moi-même une femme, je pense. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, on va parler d'une victime masculine et j'espère que ça changera un peu et que ça vous intéressera tout autant. Aussi, je voulais vous parler d'une chose. Je me suis rendu compte aujourd'hui, donc aujourd'hui pour moi c'était il y a un mois pour vous parce que je fais mes vidéos un petit peu en avance, vu que comme vous vous en doutez, il y a quand même beaucoup de travail derrière ce mois de vidéos. En tout cas, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que comme je fais mes vidéos fort en avance, il m'arrive parfois d'écrire une vidéo en me disant que je suis la première sur le YouTube francophone à parler de cette histoire, et puis quand je sors ma vidéo, je me rends compte qu'entre-temps, les gens en ont parlé avant moi. Je peux pas faire autrement, je peux pas faire mes vidéos au jour le jour, c'est impossible. Donc voilà, vraiment, excusez-moi si ça arrive encore, excusez-moi si c'est arrivé plusieurs fois dans le passé, mais j'arrive pas à faire autrement et je peux pas prédire à l'avance ce que d'autres personnes vont sortir comme sujet de vidéo. Dans tous les cas, quand je choisis un sujet de vidéo, je le choisis parce qu'il me touche et parce que je trouve ça important d'en parler. Donc même si plusieurs personnes parlent d'un sujet, selon moi, c'est pas très grave et même parfois c'est bien pour la famille de la victime parce qu'on n'oublie pas cette affaire et pas mal de gens en parlent. Donc voilà, je tenais simplement à clarifier ce point, que ce soit pour les vidéos passées ou même pour l'avenir. Je vais plus vraiment en reparler parce que ça sert à rien. Mais comme ça, j'en parle ici et c'est fait. Mis à part ça, n'oubliez pas que je sors une vidéo par jour pendant un mois, pendant tout le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne. Bon, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Robert Eric Vaughn est né le 1er juin 1974 et était américain d'origine chinoise. Mais bon, sa famille vivait quand même aux États-Unis depuis déjà 4 générations. Robert est d'ailleurs né à New York sur l'île de Manhattan et il a été élevé sur l'île de Brooklyn. Il a été diplômé à 18 ans de la Xaverian High School à Brooklyn et était d'ailleurs le major de sa promotion. Il a ensuite intégré en 1992 Dick College of William and Mary en tant que boursier. Et ça, c'est une université publique de recherche qui se situe dans la ville de Williamsburg, dans l'État de Virginie. Là-bas, Robert a commencé à étudier le droit et a rencontré un certain Joseph Price. Joseph était plus âgé que lui et dans une année bien plus avancée, mais ça ne les a pas empêchés de partager plusieurs activités ensemble et de lier une amitié. Par exemple, Robert et Joseph étaient dans la même société d'honneur et avaient chacun un poste de direction au sein du conseil étudiant de l'université. Ils se sont alors beaucoup fréquentés pendant l'année scolaire 1992-1993, donc pendant la toute première année universitaire de Robert. Par contre, lorsque Robert, lui, est arrivé en deuxième année, Joseph, lui, terminait ses études dans cette université et donc il a été diplômé et Joseph est parti. Malgré tout, même sans son ami, Robert a continué à être très actif au sein de son université et il a même coécrit un article parlant de son université dans le journal Richmond Times-Dispatch. C'est un journal assez important qui est d'ailleurs le journal principal de l'État de Virginie. Robert fut ensuite diplômé de l'université en 1996 et il a obtenu son diplôme avec mention. Il ira ensuite à l'université de Pennsylvanie afin d'approfondir ses connaissances en droit et il y sera diplômé en 1999. Après ça, Robert a alors travaillé brièvement pour le tribunal du district de Virginie orientale et puis il a changé d'emploi en 2000 pour commencer à travailler dans la ville de Washington, D.C. qui est frontalière avec l'État de Virginie, donc là où Robert vivait. À Washington, il a commencé à travailler dans le droit de l'immobilier commercial et il travaillera d'ailleurs au sein d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Covington
Covington and Burling. De plus, Robert travaillait aussi pour le service public et était avocat général au sein de l'Organisation des Chinois américains. Sur le plan personnel, il s'est marié le 7 juin 2003 avec une femme nommée Catherine Helen Yu et les deux ont emménagé ensemble dans le comté de Fairfax, toujours en Virginie. Sa vie a alors semblé rester stable jusqu'au 30 juin 2006 où il a décidé de quitter le bureau d'avocat Covington and Burling pour devenir avocat pour la radio Free Asia. C'est en fait une radio d'information privée financée par le gouvernement des États-Unis qui s'adresse donc à un public asiatique. Je pense que vous l'avez remarqué, mais vraiment, Robert était très actif dans la communauté asiatique. C'était quelque chose de très important pour lui et je pense que s'il a changé de travail, c'était aussi pour rejoindre une société qui partageait ses valeurs et chez qui il pouvait réellement se rapprocher de ses racines asiatiques. Donc travailler dans cette radio était vraiment un tout nouveau départ pour lui. De plus, il était aussi récemment devenu président de l'association du barreau américain d'Asie-Pacifique. Donc on voit que Robert était très impliqué donc, dans la communauté asiatique, mais surtout qu'il travaillait aussi énormément. Mais maintenant qu'on en connaît un peu plus sur Robert et sur sa vie en général, plongeons-nous dans la journée du 2 août 2006. Ce jour-là, Robert avait prévu de travailler tard à son bureau et pour ne pas devoir rentrer chez lui dans la nuit, il avait demandé à son ami Joseph Price s'il pouvait dormir chez lui. Donc on se rappelle, Joseph Price, c'était l'ami de Robert qu'il avait rencontré lors de sa première année à l'université et les deux ne s'étaient jamais perdus de vue et étaient d'ailleurs restés de très bons amis. Joseph vivait alors à ce moment-là dans une maison dans le quartier de DuPont Circle à Washington DC sur la rue Swan Street. Joseph y vivait avec deux hommes, Victor Zaborski et Dylan Ward, avec qui il vivait en relation polyamoureuse, une relation stable. D'ailleurs, tous les trois se considéraient comme une famille. Donc voilà, le soir du 2 août 2006, Robert se rend au domicile de son ami Joseph vers 22h30 après avoir passé la journée à son bureau. Le problème est que un peu plus d'une heure plus tard, un appel sera passé au 911. Un voisin va d'ailleurs rapporter à la police avoir entendu un cri au domicile de Joseph vers 23h cette nuit-là. Il n'a pas vraiment réagi, mais sans doute que quelque chose de grave s'était passé parce qu'à 23h49, Victor, l'un des conjoints de Joseph, appellera le 911 pour dire que Robert Wone avait été poignardé dans le lit de leur chambre d'amis. Les ambulanciers sont arrivés sur place et ont transporté Robert à l'hôpital universitaire George Washington. Il y est arrivé à minuit 24 et malheureusement, il y sera déclaré mort immédiatement. Joseph, de son côté, toujours dans la maison, va appeler la femme de Robert pour lui expliquer vaguement la situation et donc en soi, elle saura simplement qu'il y avait eu un problème et que son mari était à l'hôpital et après ça, Joseph raccrochera. Joseph ainsi que ses conjoints Victor et Dylan vont ensuite être emmenés au poste de police où ils vont être interrogés et là, ils vont parler, je le précise, sans présence d'avocat. Les trois hommes sont évidemment stressés par la situation, leur ami vient de se faire poignarder. Par contre, ils n'ont pas l'air d'être stressés pour leur intégrité et ils n'ont pas l'air non plus d'être interrogés en tant que suspects, simplement en tant que témoins. En tout cas, je le précise, ça c'est ce qu'ils ressentent. Pour les enquêteurs, évidemment, ils sont interrogés en tant que suspects vu qu'ils étaient présents dans la maison là où Robert s'est fait poignarder à mort. D'ailleurs, si les trois hommes ont parlé sans présence d'avocat, c'est parce qu'à aucun moment, à ce moment-là, ils se sont dit qu'on les suspectait. Simplement, ils allaient témoigner comme des personnes normales chez qui un meurtre se serait passé. Ils diront alors aux enquêteurs qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'il s'était passé, qu'ils avaient retrouvé Robert dans cet état-là, chez eux, dans la chambre d'amis, et qu'ils avaient alors immédiatement appelé le 911. Ils vont aussi émettre l'hypothèse que peut-être un intrus était rentré chez eux et avait tué Robert puis s'était enfoui. Il faut quand même savoir que les enquêteurs vont très rapidement stigmatiser la relation polyamoureuse de Joseph, Dylan et Victor. Ils vont sous-entendre qu'ils avaient une relation ouverte, assez débauchée et que sans doute Robert était venu là pour avoir des relations sexuelles ou que peut-être Robert avait des relations avec l'un des trois alors que les deux autres ne savaient pas. Enfin voilà, directement ils se sont dit qu'il y avait un mobile sexuel à tout ça. À ce moment-là, quand les policiers vont commencer à poser de plus en plus de questions sur leur vie sexuelle, autant Joseph que Victor que Dylan vont se rendre compte que quelque chose ne va pas et ils vont évidemment nier
que Robert soit venu pour une raison sexuelle. Ils diront que dans tous les cas, Robert était hétéro et qu'il était marié. Après cet entretien, ils ont alors été relâchés, mais une enquête pour homicide a été ouverte et évidemment, les enquêteurs gardaient Joseph, Victor et Dylan sous surveillance. En même temps, le rapport d'autopsie de Robert va arriver et révélera que Robert avait d'abord été étouffé, sans doute avec un oreiller, et puis poignardé à plusieurs reprises dans le cou, la poitrine, dans un des pieds et une des mains. Là, directement, avec ce rapport d'autopsie, ça fait penser que peut-être il serait décédé dans le cadre d'un rapport sexuel un peu violent. D'ailleurs, les enquêteurs, en se penchant sur la vie des 3 suspects, vont se rendre compte qu'ils étaient sans doute adepte du sadomasochisme. Donc le fait que Joseph ait été étouffé puis poignardé pourrait laisser sous-entendre qu'il est décédé pendant un rapport sadomasochiste, mais j'y reviendrai plus tard parce qu'il va y avoir d'autres points importants qui vont laisser sous-entendre que cette théorie est probable. Par contre, je dis bien probable, je dis pas qu'elle est sûre et certaine, je dis qu'elle est probable, surtout à ce moment de l'enquête. Aussi, un examen toxicologique aura lieu et il révélera qu'aucune drogue ou alcool avait été trouvé à l'intérieur du corps de Robert. Mais bon, comme il n'y avait aucune trace de lutte sur la scène de crime, les enquêteurs se disent que peut-être quand même Robert aurait reçu un tranquillisant, soit par injection, soit il l'aurait ingéré, ce qui aurait permis qu'il ne se défende pas au moment où on l'a assassiné. Mais voilà, il n'y a aucune trace dans son sang de ce tranquillisant. Mais bon, c'est possible qu'il ne soit pas détectable non plus. En tout cas, après cette autopsie, le corps de Robert sera rendu à sa famille et un enterrement aura lieu. Les 3 suspects se rendront d'ailleurs aux funérailles de Robert. Et c'est assez fou d'ailleurs parce que Joseph, bien qu'il soit suspect, mais il était surtout l'un des meilleurs amis de Robert, a aidé à porter son cercueil. Mais bon, maintenant, plongeons-nous dans l'enquête. Pour le moment, je vous le rappelle, les enquêteurs pensent que les 3 suspects ont tué Robert, peut-être lors d'un acte sexuel. Les ambulanciers qui ont reçu l'appel le jour du meurtre ont donc été interrogés par les enquêteurs et ils vont livrer un témoignage qui n'ira pas du tout en la faveur des 3 suspects. Ils diront en fait que les 3 hommes avaient eu des réactions assez inhabituelles, personne ne criait, personne ne pleurait, ils avaient l'air comme assez calmes et ils diront aussi qu'en arrivant, les ambulanciers avaient un peu de mal à trouver la maison et que Victor, qui était au téléphone avec justement l'opérateur du 911, n'indiquait pas très bien où la maison se trouvait. Donc selon les ambulanciers, c'est un signe que sans doute les hommes étaient bel et bien les tueurs. Suite à tout ça, les 3 suspects se sentant à présent menacés vont prendre un avocat et je pense que c'est pas du tout suspect le fait qu'ils aient pris un avocat à ce moment-là parce que clairement avec tout ce qui se passait, c'est normal qu'ils aient eu besoin de se défendre. D'ailleurs, ils ne l'avaient pas fait jusque-là parce qu'ils pensaient sincèrement qu'ils allaient être mis hors de cause, mais ce ne fut pas le cas. Le premier à vraiment se rendre compte de la stigmatisation que vivaient ces 3 hommes a été l'avocat de Dylan qui va se rendre compte en fait que le fait que ces hommes soient gays et en polyamour avait clairement perturbé les enquêteurs. Par exemple, l'avocat va regarder les premières images de l'interrogatoire des 3 hommes et il va se rendre compte que les enquêteurs leur posaient énormément de questions à caractère sexuel qu'ils ne font habituellement pas quand ils sont face à un couple hétéro, un couple plus classique on va dire. Je précise qu'ils posaient déjà ces questions avant même que le rapport d'autopsie ne tombe, avant qu'on ne sache que Robert avait été étouffé et avant qu'on ne sache que les 3 hommes dans leur relation étaient adeptes du sadomasochisme. Donc clairement, au tout début, quand ils ont posé ces questions à caractère sexuel, c'était simplement parce que leurs relations polyamoureuses les intriguaient. Évidemment, tout ça va créer une polémique interne et suite à ça, la police va faire appel au département de liaison LGBT+, de la police métropolitaine de Washington. Alors, je n'avais jamais jusqu'ici entendu parler de ce département, mais en fait, il s'agit d'un département de police composé uniquement de membres faisant partie soit de la communauté LGBT+, ou de personnes qui soutiennent ouvertement cette communauté. Le département a été créé en 2000 et est vraiment là pour aider et soutenir les personnes LGBT+, de Washington, D.C. Donc, ce département a été appelé pour qu'il puisse venir aider au sein de cette affaire, de cette enquête, et peut-être essayer de rétablir une relation plus saine et classique entre les enquêteurs et les 3 suspects. Le problème est que l'enquêteur en chef dans cette affaire va simplement refuser que ce département de police s'implique dans l'affaire. Il était totalement en droit de refuser et donc ça ne s'est jamais fait et clairement ce refus vient prouver qu'il avait sincèrement quelque chose contre la façon de vivre des 3 suspects. En tout cas,
cas, après ça, les 3 suspects sont restés assez silencieux, ils n'ont donné aucune interview, ils n'ont jamais parlé, seulement leur avocat parlait en leur nom. Et finalement, 2 semaines plus tard, la police va lancer une conférence de presse à propos de cette affaire. Ils diront alors que la scène de crime avait été falsifiée. En fait, selon eux, la zone autour du corps de Robert avait été nettoyée par le ou les suspects. Par là, évidemment, ils viennent sous-entendre que sans aucun doute, Joseph, Victor et Dylan avaient effacé leurs traces. Parce que dans tous les cas, si un intrus était effectivement entré et avait rapidement tué Robert, comme le pensaient les suspects, ça paraissait assez peu probable qu'il ait pris le temps de nettoyer avant qu'il s'en aille. Donc, avec cette nouvelle information, évidemment, nos 3 suspects étaient encore plus suspects. De plus, les enquêteurs diront qu'ils ont amené des chiens dans la maison et qu'ils ont senti quelque chose du sang dans le drain qui situait sur la terrasse, ce qui, selon les enquêteurs, prouverait que le ou les assassins ont ensuite décidé de prendre une douche, en tout cas de se nettoyer sur leur terrasse, et que l'eau ensanglantée se serait évacuée dans le drain de la terrasse. Alors évidemment, c'est des éléments en plus dans l'enquête, c'est pas des preuves ultimes qui viennent montrer que nos 3 suspects sont bel et bien les coupables. Donc suite à ça, 3 mois vont passer pendant lesquels les enquêteurs vont vraiment essayer de trouver des preuves afin de pouvoir arrêter Joseph, Victor et Dylan. Mais là, un tout nouvel événement va survenir. En fait, le frère de Joseph, qui s'appelle Michael Price, et l'un de ses meilleurs amis qui s'appelle Phelps Collins, vont être arrêtés pour avoir cambriolé la maison de Joseph, donc là où le meurtre a eu lieu. Pendant le cambriolage, ils ont alors volé à peu près 7000 $ d'équipements électroniques et suite à ça, ils ont rapidement été arrêtés. Malheureusement, le frère et son ami n'ont pas eu de grandes poursuites contre eux par un manque de preuves, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le vol a eu lieu à ce moment précis. En fait, un an plus tard, les enquêteurs vont avouer qu'au moment du meurtre, ils s'apprêtaient à arrêter quelqu'un. Ils n'ont pas dit qui ils comptaient arrêter, mais en tout cas, à ce moment-là précis, ils voulaient arrêter quelqu'un. La tension était palpable et pile à ce moment-là, eh bien, le cambriolage a eu lieu dans la maison où le crime a eu lieu et ça a effectivement changé tous les plans des enquêteurs. Donc en gros, le cambriolage a arrêté une arrestation. On ne sait pas l'arrestation de qui, mais tout de même, ça reste très suspect. Surtout que le cambriolage a été fait par le frère d'un des suspects principaux. Donc voilà, malheureusement, on ne sait pas si réellement ce cambriolage était lié ou non à l'affaire du meurtre de Robert, mais ça reste une théorie. Après ça, malheureusement, il n'y aura plus beaucoup d'avancées dans cette enquête, ce qui a d'ailleurs été très difficile pour les proches de Robert. Catherine, sa femme, a d'ailleurs tenu une conférence de presse à l'occasion du premier anniversaire de sa mort et elle a demandé de l'aide au public pour essayer de retrouver le tueur de son mari. Au cours de cette même conférence, l'enquêteur en chef a même supplié Joseph, Victor et Dylan, donc les suspects, de fournir absolument à la police toutes les informations qu'ils avaient. On ne sait pas exactement quelles ont été les avancées dans l'enquête suite à ça, mais finalement, en octobre 2008, les enquêteurs arriveront à accuser Dylan, donc l'un des 3 suspects, non pas de meurtre, mais d'entrave à la justice. En fait, simplement, selon les enquêteurs, Dylan ne disait pas tout ce qu'il savait. Il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, Dylan s'était séparé de Joseph et Victor et il vivait en Floride dans une maison qui par contre appartenait à Joseph. Il sera donc arrêté en Floride et ramené à Washington. Un mois plus tard, ce sera au tour de Joseph et Victor de se faire arrêter et accusés eux aussi pour entrave à la justice. Les 3 hommes seront alors mis en détention provisoire puis relâchés avec bracelet électronique dans l'attente d'un procès. Le but ici des enquêteurs était qu'au procès, on arrive peut-être à percer la vérité sur ce qui s'était passé la nuit du meurtre. Même s'il s'agissait d'un procès pour entrave à la justice, on espérait tout de même que peut-être l'un d'entre eux avoue quelque chose. Les enquêteurs vont alors encore fouiller pour essayer de trouver de plus en plus de preuves contre les 3 suspects pour essayer de leur mettre la pression et le mois d'après, soit le 19 décembre 2008, des accusations supplémentaires vont tomber sur les 3 hommes et ils vont aussi être accusés de complot mais aussi de falsification de preuves. Ça faisait longtemps que les enquêteurs parlaient que la scène de crime avait été falsifiée, mais cette fois-ci, ils accusaient officiellement Joseph, Victor et Dylan. Encore une fois, si les hommes ont été arrêtés à ce moment-là, c'est parce que les enquêteurs sont sûrs qu'ils savaient quelque chose qu'ils ne disaient pas. Le meurtre avait eu lieu dans leur maison pendant qu'ils étaient à l'intérieur. Ça paraissait impossible qu'ils ne sachent rien de plus. D'ailleurs, si on lit le rapport de police, on peut voir écrit « Les preuves démontrent que Robert Vaughn a été retenu, frappé,
agressé sexuellement et assassiné à l'intérieur du 1509 Swan Street. Donc là, ce que les enquêteurs se disent, c'est que si l'agresseur a eu le temps d'agresser Robert, de le battre, de le tuer, eh bien ça veut dire qu'il est resté assez longtemps dans la maison, et donc plus il est resté longtemps, plus il y a des chances que les suspects sachent quelque chose. Mais là, les avocats de nos 3 suspects vont clamer haut et fort que tout ce qui est dit dans le rapport de police ne sont que des spéculations, insinuations, hypothèses et commentaires incendiaires non pertinents. Déjà, on va se pencher sur la preuve principale qui montrerait que les 3 suspects sont bel et bien les assassins de Robert. Les enquêteurs se disent qu'ils sont gays, qu'ils sont en polyamour, qu'ils pratiquent du sadomasochisme, donc évidemment qu'il y a des dérives dans tout ça, parce que évidemment, si on cumule les 3, c'est pas possible qu'on soit stable mentalement. En tout cas, c'est ce que se disent malheureusement, très malheureusement, les enquêteurs. Donc en sachant tout ça, ils se disent que nos 3 suspects ont voulu avoir des rapports sexuels avec Robert, qu'il aurait refusé et que donc il l'aurait agressé sexuellement puis tué. Un autre indice qui vient appuyer cette théorie des enquêteurs est que sur Robert, on a trouvé des traces d'éjaculation. Donc en gros, ils ont retrouvé le sperme de Robert sur son propre corps. Ça vient donc ici confirmer pour les enquêteurs qu'il y a eu agression sexuelle. Mais les avocats des 3 suspects vont dire que ça ne prouve absolument rien. Ils diront exactement: le liquide séminal et l'urine sont généralement sécrétés par les hommes dans le cadre du processus post-mortem. En fait, il n'est pas rare qu'un homme éjacule au moment de la mort. En fait, les enquêteurs ne se basaient que sur ça pour prouver qu'il y avait eu agression sexuelle. Si je vous refais le fil, en fait, il y a eu éjaculation de la victime, donc on pense qu'il y a eu acte sexuel ou agression sexuelle, et donc s'il y a eu agression sexuelle, eh bien ça relie directement à notre suspect parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont en relation polyamoureuse et qu'ils ont des tendances sadomasochisme. Sauf que maintenant, si on enlève l'agression sexuelle, plus rien ne tient, et donc il n'y a plus rien vraiment contre les 3 suspects. Les avocats maintiendront alors l'innocence de leurs clients et clameront que dès le début, il y avait eu stigmatisation par rapport à leur situation amoureuse. Un des représentants de l'État de Washington, qui s'appelle Dale Sanders, va lui-même s'exprimer par rapport à cette affaire et dira que clairement les enquêteurs n'avaient rien contre les suspects. En fait, il dira même que si on en lit le rapport, on voit clairement que les enquêteurs essayaient de retourner les suspects les uns contre les autres. Selon lui, on sentait clairement que les enquêteurs avaient pour but de retourner Dylan contre Joseph et Victor. Ça paraissait d'ailleurs assez facile pour eux vu que Dylan s'était justement séparé du couple. On apprend aussi que cette technique de vouloir retourner les suspects les uns contre les autres, c'est une technique utilisée par les enquêteurs lorsqu'ils n'ont plus rien, plus aucune preuve, et que tout ce qu'ils espèrent, c'est qu'un suspect balance les autres. En utilisant cette technique, ils se disent aussi que s'ils sont coupables, eh bien peut-être que Dylan parlera et balancera les autres, mais que s'ils sont pas coupables, peut-être que Dylan aura quand même très peur et finira par inventer un témoignage et balancera les autres. Dans tous les cas, si on en croit un rapport, les enquêteurs se focalisaient sur Dylan et voulaient tout simplement qu'il parle, que ce soit vrai ou faux. Mais bon, ça ne marchera pas, Dylan continuera à dire qu'il était innocent et que ni lui, ni Joseph, ni Victor ne s'étaient attaqués à Robert. Et pourtant, les enquêteurs ont vraiment essayé d'effrayer Dylan pour qu'au moment où ils lisent le rapport, ils se sentent visés et seuls contre tous. Par exemple, les enquêteurs diront qu'un couteau de cuisine a été, selon eux, enduit de sang et placé près du corps de Robert pour faire croire qu'il s'agissait de l'arme du crime. Ils diront ensuite qu'ils ont trouvé la véritable arme du crime et qu'il s'agissait d'un couteau très semblable qui se trouvait dans la chambre de Dylan. On n'a pas plus de détails par rapport à ça, on ne sait pas si l'arme avait réellement été falsifiée ou non, si les policiers ont un petit peu spéculé sur ça ou pas du tout. Voilà, on ne sait pas dans cette affaire, en fait on ne sait pas si les policiers ont abusé ou non. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre de mécanisme qu'ils utilisaient pour vraiment essayer de faire peur à Dylan. En tout cas, suite à tout ça, le procès des accusés va s'ouvrir le 17 juin 2010 et je le rappelle encore une fois parce que c'est important, mais ce n'est pas un procès pour meurtre, mais pour entrave à la justice, complot et falsification de preuves. Par complot, les enquêteurs accusent en fait les 3 accusés d'avoir comploté ensemble pour falsifier la scène de crime, pour retenir des informations et qu'ils soient en fait mis d'accord tous ensemble. Par contre, il faut savoir que les 3 hommes n'ont donné qu'une seule version des faits. La version des faits qu'ils ont donnée la nuit du meurtre lorsqu'ils ont été interrogés pour la première fois sans présence d'avocat. Après ça, plus aucun des 3 n'a reparlé, que ce soit à des enquêteurs, que ce soit à des journalistes.
aucun n'a reparlé, ils ont à chaque fois laissé leur avocat parler en leur nom. Pour les enquêteurs, c'est bizarre, ce serait un comportement d'une personne coupable, mais si vous voulez mon avis, je trouve pas ça si bizarre que ça, sachant que Joseph, lui, avait fait de grandes études dans le droit, il sait comment le système fonctionne et il sait qu'il faut toujours laisser parler l'avocat pour ne pas faire de bêtises. Donc, personnellement, je trouve pas ça si bizarre que ça qu'il n'ait pas reparlé par la suite. En tout cas, le procès va se dérouler et on va redire à peu près tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Et même si oui, effectivement, il y a des preuves montrant que la scène de crime a été nettoyée, que peut-être l'arme du crime a été dissimulée, etc., etc., eh bien, rien ne prouve réellement que Joseph, Victor et Dylan sont les auteurs de cette dissimulation. En fait, on n'a strictement rien qui vient prouver qu'ils mentent. Donc avec ça, à la fin du procès, le juge déclarera chacun des 3 hommes non coupables des accusations de complot, d'entrave à la justice, mais aussi de falsification de preuves. Par contre, à la fin du procès, la juge dira que même si elle avait jugé les 3 hommes innocents, elle dira aussi que si elle les a jugés innocents, c'est parce qu'elle n'est pas convaincue que c'est vraiment eux qui ont falsifié la scène de crime, qui ont nettoyé autour du corps de Robert. Ça, elle ne peut pas en être sûre et elle en doute vraiment. Par contre, elle pense réellement qu'ils savent quelque chose de plus. Mais bon, malgré tout, elle n'avait pas assez d'éléments et donc elle les a déclarés non coupables. Malheureusement, après ce procès, il n'y aura plus beaucoup d'avancées dans cette affaire. En fait, si on en croit les rapports, Joseph, Victor et Dylan ne sont plus vraiment soupçonnés d'avoir tué Robert, simplement, ils sont soupçonnés de savoir quelque chose. Mais donc voilà, au final, on termine cette histoire sans savoir qui s'en est pris à Robert et surtout pourquoi il s'en est pris à Robert. En fait, aujourd'hui, il reste plusieurs théories possibles. Soit effectivement il y a eu un intrus dans la maison, peut-être un voleur, et Robert qui rentrait à ce moment-là l'aurait surpris et donc le voleur aurait paniqué et tué Robert sans que personne ne se réveille. Soit quelqu'un dans la maison a bel et bien tué Robert et dans ce cas il y a 2 possibilités. Donc soit les 2 autres hommes le savent et couvrent leur conjoint, soit ils ne le savent pas et pensent réellement qu'ils sont tous innocents. Et puis il y a cette dernière théorie qui semble en fait être la plus probable, qui est que les 3 hommes protègent quelqu'un. Dans ce cas là aussi il y a 2 solutions possibles, soit ils protègent quelqu'un parce que vraiment ils veulent protéger quelqu'un, soit ils le protègent contre leur gré, peut-être parce que quelqu'un fait pression sur eux. C'est une possibilité, mais malheureusement, on ne sait pas comment en savoir plus. Une chose est sûre, c'est que en plus du meurtre de Robert, l'affaire a fait énormément parler d'elle pour la stigmatisation qu'elle a renvoyée auprès des personnes faisant partie de la communauté LGBT+. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre un commentaire pour me parler de vos théories. Je les lirai avec attention. Par contre, si je lis un commentaire haineux envers la communauté LGBT+, il sera supprimé. J'ai pas envie de vous faire la morale ou quoi que ce soit, mais simplement je ne veux pas lire ça dans mes commentaires, donc sachez que ça ne sert à rien d'en écrire parce que dans tous les cas, je le supprimerai. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!